Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir autant de monde, même avec le temps qu'il fait, avec la pluie et tout, merci d'être venus. On va vous demander de garder vos masques à l'intérieur s'il vous plaît. Donc voilà, merci d'être venus pour cet événement, cette table ronde, avec nos merveilleux invités ici présents. On va juste parler brièvement d'Origine. Donc, je suis cofondatrice d'Origine avec Shigeki qui est juste là. On a organisé cet événement avec le SWAG que Gurline représente et elle en parlera juste après. Chic, tu peux parler un petit peu d'Origine aussi? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Origine, du coup, c'est une association qu'on a créée Tuan et moi, et on produit la web-série Origine TV qui a pour but d'explorer les histoires d'immigration en donnant la parole aux principales personnes concernées. Donc ce qu'on fait essentiellement, c'est aller à la rencontre de personnes immigrées ou descendantes d'immigrés pour leur permettre justement de changer la narration autour de ce sujet qui est omniprésent dans les débats publics et politiques en France. Et le contenu et les événements qu'on produit aussi ont pour but d'explorer les multiples identités des personnes racisées et dont les identités de genre, d'où l'événement qu'on coproduit aujourd'hui. Alors je vais laisser la place à Jean-Victor, l'un des animateurs de cette... Oui. Oui. Non, tu veux pas? Ah, oui. Ou Gurline, pour présenter peut-être le SWAG. Alors bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Ok, trop bien. Alors moi du coup, je m'appelle Gurline, je suis dans le collectif SWAG, c'est le South Asian Gang. Et on est un collectif de personnes queer, racisées, du continent... Du continent quoi? Pardon. Sud-asiatique. Du coup, il y a des personnes indiennes, il y a des personnes sri-lankaises, il y a des personnes pakistanaises qui sont dans ce collectif-là. On est tous des personnes queer et du coup, on intègre aussi les personnes à héritage sud-asiatique. Et on essaye de se rassembler et de créer des rencontres entre nous pour... se rencontrer déjà c'est bien. Voilà. Est-ce que Jean-Victor tu veux te présenter? Tu veux te présenter? Oui. Ça va. Ouais. Ça marche pas? Ouais, c'est bon. 1, 2. C'est ça. Ça marche? Oui. Oui, alors moi j'ai pas... 1, oui. 1, 2, pas. Bon, j'aurais moins de choses à dire, j'ai pas de collectif à mon actif ou d'association, donc voilà, je m'appelle Jean-Victor, j'ai 24 ans et voilà, je suis étudiant en sociologie à Paris 8. Et contrairement à toutes ces personnes-là, je n'ai pas de talent artistique ou quelconque, donc voilà, je suis juste là en tant que co-animateur de la table ronde. Voilà. On va laisser les personnes se présenter. Bonjour à tous et toutes, donc je m'appelle David, je suis mannequin et modèle, je suis perçu comme un homme noir, mais je ne suis pas qu'un homme noir. Je milite à ma façon donc, pour mettre en avant les beautés masculines différentes, en particulier les beautés grosses, donc, puisque je suis gros et ça fait partie de ma personnalité et de mon chemin. Et je suis aussi gay et je crois que c'est tout. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Kianoé, je suis une autrice, réalisatrice, photographe, poétesse non-binaire d'origine vietnamienne et c'est tout pour le moment. Oui, merci. Et alors c'est tout. Non, je... moi c'est alors Z dans civil, pronom il. Je suis drag king et mon nom de king c'est Shami Devi Junior. Je suis métisse indo-français, donc papa indien, maman blanche. Donc de première génération puisque j'ai 38 ans. Je travaille dans l'éducation à côté de ça et je fais un podcast sur le king aussi. Voilà, donc j'invite des personnes pour parler du King. Donc c'est un podcast par et pour, et c'est de l'archive queer en fait. Voilà, et du coup c'est disponible pour le moment uniquement sur Mixcloud. Ça s'appelle les King Tapes, voilà. Sur Mixcloud et sur SoundCloud parce que comme je mets des musiques, j'ai pas le droit.
Je vais pas me faire striker par les algorithmes de Spotify pour le moment. Donc, pour le moment, c'est comme ça, puis c'est DIY, je fais ça vraiment tout seul dans ma chambre, quoi. Et voilà, pareil pour les Kings sur voilà, auto-support, auto-géré, DIY. Donc voilà, et voilà, je suis d'origine voilà, indienne, musulmane. Voilà. Très important pour moi. Et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Nodé, c'est mon nom d'artiste, sinon mon prénom c'est Dawn. C'est un prénom vietnamien car je suis d'origine vietnamienne, je suis né à Paris, en région parisienne. Et je fais de la musique, je suis DJ, producteur, tout ça. Et je suis d'origine vietnamienne, je crois que je l'ai déjà dit. Je vis au Vietnam normalement, mais là je suis là pour voir les amis de Paris et je suis très content d'être là. Merci. Bonjour, moi c'est Féroz. Je suis français, indien, vietnamien, musulman. J'aime bien dire que c'est dans ce sens-là, mais demain ça sera peut-être dans l'autre sens, où ça sera mélangé. Et après-demain ça sera peut-être que indien, et après-demain ça sera que français ou que musulman, ou voilà. Tout ça pour dire qu'on est changeant, on est ce qu'on veut et quand on veut. Ça c'est extrêmement important pour moi aussi de le dire. Et je veux aussi dire que je me réapproprie, merci, de dire que je suis musulman, parce que pendant 6 ans je m'interdisais de dire que j'étais musulman. J'étais végétarien. Voilà, tu sais, quand régime alimentaire, végétarien, mais ouais, j'ai pas envie de débattre avec toi. Voilà, donc c'est extrêmement important. Je suis né en Afrique, j'ai grandi aux Antilles, et j'aime bien dire aussi que je suis de culture tamoule. Voilà, moi on va. On prend ce micro. Il y a plusieurs. Il marche pas, les autres? Il marche. Il y en a plusieurs. Et il y a. Ça fonctionne. Bon, on va commencer avec la première question qui est on va dire la base concernant le sujet de la conversation pour remettre les définitions sur les termes qu'on va aborder au fur et à mesure de cette table ronde. Donc à quiconque veut répondre, et vous pouvez aussi tous et toutes répondre à votre tour au fur et à mesure et rajouter des informations qui vous semblent importantes sur c'est une triple question, double question à venir. Alors donc on va vous demander pour vous quelle est la définition de la masculinité, de la non-binarité, de cisgenre et de transgenre. Donc voilà, je pensais que c'était une question assez importante pour commencer la conversation. Donc, pour moi, donc la masculinité, alors je dis masculinité, mais en fait je pense qu'il y a plusieurs masculinités. Donc la masculinité, c'est l'ensemble des comportements qu'on attend d'une personne considérée comme homme. Considérée comme homme. C'est des comportements qui peuvent être liés à une culture, à une société aussi, qui peuvent être changeants évidemment. Pour moi c'est ça. Et bien il y a plusieurs masculinités. Quelqu'un d'autre? C'est ça. J'aimerais bien écouter les définitions parce que moi en vrai je suis là mais je connais pas trop. C'est encore des questions dont j'ai pas la réponse, donc j'aimerais bien avoir vos réponses par rapport à tous ces nouveaux mots pour moi. En fait, c'est bien, c'est important le micro, je crois, non? Ouais, je pense. Ouais, c'est bien. Ouais. En fait, je crois que tu as un peu répondu à ma question, parce que moi aussi, je suis arrivé à un moment de ma vie, je sais pas ce que ça veut dire, tu sais, masculin, féminin. Tu sais, souvent on m'a dit, ah, Féroz, il accepte sa féminité, je sais pas, c'est un truc, j'ai jamais su comment l'accueillir, mais depuis toujours, en fait, tu vois, et je crois que c'est ça, c'est répondre à une norme que je sais pas qui, peut-être qu'on va le savoir tout à l'heure, aurait imposé. Donc pour moi, du coup, merci. Ouais. Tiens, regarde. En fait, je vais compléter juste, compléter. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, c'est marrant. Et il y a un drag king qui s'appelle Jack Elbersham qui a fait un travail d'archive sur le king depuis les années 80, 90, et qui a dit, en parlant du drag, que le féminin c'était l'artifice et le masculin c'était le neutre, l'étalon universel. Donc voilà,
complément de définition. Et à partir de là, c'est intéressant quand on passe par le prisme du drag, mais je pense que c'est une définition aussi intéressante, je pense, plus largement que autour du drag. Voilà, donc je voulais la rajouter. Voilà. Et un big up à Jacques Berchnam. Voilà. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Non. Bon, je continue alors. Autre question du coup, de quelles injonctions vous êtes-vous senti victime? On n'a pas tout défini. On n'a pas tout défini. Ah oui, la non-binarité. Ok. Alors moi, je vais parler du coup de la non-binarité. Je vais essayer de donner une définition la plus juste possible, parce que ce sont des identités de genre qui sont encore en réflexion. Je dirais que la non-binarité, c'est un mot parapluie qui regroupe plusieurs catégories de genres qui ne se définissent pas dans la stricte binarité masculin-féminin. Voilà. Ça englobe plusieurs identités de genre telles que gender fluid, gender fuck, gender queer, demi-boy, demi-girl, agenre, bigenre, androgyne et tant d'autres. Je ne vais pas tout définir ici, je vous laisse, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas les détails, aller faire vos recherches. Quoi rajouter d'autres? Voilà, ce sont des entités qui sont donc fluides, qui ne sont pas du tout figées. Je pense que le genre, en tant que notion, n'est pas du tout une notion figée. Et j'aimerais bien nuancer mes propos parce que j'ai lu dernièrement une publication d'une femme trans, lesbienne, qui s'appelle Sophia, voilà, sur Instagram, et qui en fait a sorti un post qui s'appelle les personnes trans binaires n'existent pas, dans le sens où ce qu'elle développait, c'est que même un homme trans ou une femme trans, dans l'expérience sociale qu'ils expérimentent, ne sont pas des personnes binaires. C'est-à-dire que même si leur ressenti est binaire, l'expérience sociale, la pression, les injonctions ne sont pas du tout dans le cadre de la binarité. Voilà. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le genre, même si c'est aussi une projection sociale qui va résonner dans le groupe, c'est avant tout une expérience personnelle. Et en cela, chacun et chacune de respecter cette souveraineté. Et je crois qu'il nous manquait la transidentité pour le coup, il me semble. Définition. Il y avait non-binarité, cisgenre et transgenre. Donc la transidentité, c'est une identité existentielle. Moi je l'appellerais comme, parce que je suis transmasculin, c'est une façon d'être au monde, comme plein de façons d'être au monde. Simplement, voilà, on va dire par définition, on va dire voilà, par au-dessus quoi. Aujourd'hui, officiellement, c'est être né dans le genre, ne pas se reconnaître dans le genre qui nous a été assigné, donc c'est très important l'assignation à la naissance. Voilà, donc moi en l'occurrence, pour donner un exemple, j'étais assignée femme à la fille à la naissance, comme ça. Et en fait je me suis rendu compte assez malheureusement tardivement, mais voilà, que en fait j'ai qu'une vie. Si je la vis pas pleinement comme qui je suis, je vais passer à côté de ma vie. Et je pense que c'est beaucoup le cas pour toutes les personnes trans, hein, parce que trans avec un petit astérisque, hein, les personnes non binaires, moi je suis à genre aussi, donc voilà. Mais on n'a qu'une vie et on ne veut pas mourir à 90 ans se disant on a marché à côté de notre pompe toute notre vie, donc on transitionne, voilà. Et on transitionne vers soit voilà, le genre masculin entre guillemets, soit on transitionne tout court et on vit nos vies quoi, voilà. Et on aimerait bien les vivre. Tranquillement, c'est possible. Voilà. Ça répond à la définition. Du coup, on peut passer à la prochaine question. Alors, de quelles injonctions vous êtes-vous senti victime en tant que personne asiatique couplée avec votre identité de genre? Les gars. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas perçu comme une personne asiatique. Donc, mon père est d'origine indienne. Mes deux parents sont antillais, mais bon, mon père d'origine indienne.
Mais la plupart du temps, donc on voit un homme noir quand il est. Donc c'est sur mon nom que certaines personnes peuvent se dire que je suis d'origine indienne, mais là il n'y a que les gens de la communauté indienne qui savent que c'est pas un nom indien. La plupart du temps, on pense que je suis un enfant adopté par des Belges. Et donc en fait, j'ai les injonctions donc qu'on attend surtout des hommes noirs en particulier, donc alors que ce soit au niveau de la sexualité, de la culture, des choses comme ça, et de la masculinité attendue, d'une certaine virilité demandée en fait, enfin demandée ou attendue en tout cas. Et moi je suis pas comme ça, donc très tôt je me suis rendu compte que ça pourrait être compliqué. Et c'est à l'adolescence et puis un peu après où je me suis dit que, comme toi en fait, on n'a qu'une vie, qu'il ne faut pas vivre à côté de ses chaussures. Donc voilà, donc c'est les injonctions que je reçois. Alors en plus, en étant un homme gros, il y a aussi un côté, on n'est plus vraiment un homme parce qu'on est gros. Donc voilà, c'est pour ça que je subis, oui, enfin mais je sais me battre contre, en tout cas, plein d'injonctions sur des critères différents. Alors moi je dirais que les injonctions que j'ai pu ressentir, c'est surtout des injonctions liées au corps. Des injonctions qui puisent leur histoire dans la colonisation, mais en tant que personne asiatique-té, du coup je dirais plutôt pour moi, c'est-à-dire asiatique-té perçu comme asiatique de l'Est ou du Sud-Est, sans parler encore pour l'instant de genre, mais toujours confondu, on attend des personnes asiatiques qu'elles soient minces, qu'elles soient imberbes, qu'elles aient une peau light skin, et puis aussi pour mon cas personnel des cheveux lisses, parce que je n'ai pas les cheveux lisses, voilà. Après quand je me suis affirmé non binaire, c'est pas forcément directement lié au côté asiatique, mais le fait d'être perçu comme, de me sentir en tout cas comme une personne non binaire transfemme, ces injonctions se sont exacerbées en fait, dans le sens où quand on a un passing féminin, on attend encore une fois qu'on n'ait pas de poils et qu'on soit mince, voilà. Voilà, ça tombe. Il y a beaucoup à dire. Hein. Alors moi je suis métis indien-vietnamien. Alors pour mettre les pieds dans le plat, j'ai vécu tous les clichés qu'il puisse y avoir sur ça. Donc techniquement je suis censé faire l'amour avec des bottes cabrioles. Et je suis vietnamien donc j'ai un petit sexe. Donc je suis un peu entre les deux, ça on sait pas trop. Tu vois, donc pendant une bonne partie de mon enfance, ça a été un peu complexe de séduire quelqu'un en fait. Parce qu'on n'avait pas trop la cote. Donc en fait on se dit tout, c'est hyper intime ici. Hein. Ah ouais, c'est waouh. Ça vous le mettez pas, hein, faut pas que ma mère elle tombe dessus, mais c'est filmé. Mais moi c'était très tard hein, dans mes premiers rapports. C'est vraiment parce que tu sais à un moment donné même tu te poses des questions sur toi-même en fait. Tu te dis est-ce que c'est vrai ou pas quoi, sur ton propre corps. Tu vois on en était vraiment là. Tu te dis waouh. Donc c'est beaucoup de tabous. Déjà, je suis issu d'une communauté tamoule musulmane. Déjà, le corps, c'est quelque chose qu'on va cacher. Donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit aussi questionner? Je ne sais pas. Donc ça, c'est très compliqué. Et après, en même temps, je me mets aussi à la place de indien à la peau foncée, aux cheveux lisses. C'est important parce que du coup, moi, je suis danseur pour pas mal d'émissions de télé. Quand on ne veut pas mettre un noir aux cheveux crépus, parce que c'est le cheveu qui gêne visiblement beaucoup de monde, c'est moi qu'on va appeler en fait. Donc c'est très compliqué, c'est un endroit de... Comment ils appellent ça, la discrimination positive, c'est ça? Il y a un truc comme ça, tu sais. Alors moi je suis un peu des fois à cet endroit-là, c'est hyper violent.
Parce que quand tu arrives sur ton projet, tu vois bien que tu es là par rapport à tes cheveux et que tu as le quota cheveux dark skin, mais tu as les cheveux foncés, mais que ton pote avec qui tu as travaillé toute ta vie parce qu'il a des dreadlocks, parce qu'il a les cheveux crépus, il sera pas là. Donc je suis un peu entre les deux. Et effectivement, le côté. Et puis après, il y a aussi le côté. En termes de masculinité, moi j'ai beaucoup dansé. J'ai dansé pour Kamel Wally par exemple, pendant longtemps. Il y a le culte. Il y a Kamel Wally et Giulia Lopé-Parini, c'est des gens qui travaillent beaucoup pour la télé. Et il y a aussi le culte du corps. Oh, mais t'es là toi? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je sais pas, j'ai une amie. En fait, on nous demande d'avoir un autre corps. Tu sais, moi j'ai fait des pompes et des abdos, moi ça marche pas. Faut lâcher l'affaire avec ça, quoi. Moi, Et ça a été à un moment donné extrêmement violent parce que du coup, tu vois bien que tes collègues ils sont musclés, machin et tout, et que du coup on va te dire c'est peut-être parce que t'es indien. C'est des trucs à la con, tu vois. Après Shah Rukh Khan est arrivé, pour ceux qui connaissent, Shah Rukh Khan est allé à la salle et on a vu que c'était possible. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir des muscles, j'ai pas envie de répondre à ce critère-là, quoi. Donc moi, je sais pas si j'ai répondu. Voilà. Donc j'ai répondu en tant qu'Indien vietnamien. Je suis un peu à deux endroits différents et aussi sur un endroit de dark skin ou cheveux lisses. Non, ouais, non, mais... Alors, c'est quoi déjà la question, juste pour que je me le remette bien en tête? Alors, ça veut dire quoi injonction déjà? Ça veut dire quoi? Je voulais être précis. Est-ce qu'on attend, les personnes en face de toi attendent des choses simplement parce qu'en te regardant physiquement, ils se disent ok, il y a ça. Ok, c'est des trucs assez bateaux. On me dit t'es flemmard pour un Vietnamien parce que il faut. En général, flemmard on les laisse pour les Antillais. Ouais, exactement. Le truc entier parce que le Vietnamien il est plus travailleur, il a cette répute là. Voilà, après des trucs. Non, j'ai pas en tête là tout de suite, mais c'est le premier truc qui me vient en tête, quoi. Mais ouais, le vietnamien, les trucs classiques, c'est asiatique, c'est bon à l'école, travailleur, et voilà. Bien sûr. Il y a un truc aussi qu'on n'ose pas dire, c'est que des fois les injonctions elles viennent aussi de nos propres communautés. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, on a du mal à en parler, ou il faut qu'on l'assume. Tu vois, par exemple, moi, on m'a interdit de pleurer pendant longtemps. Tu vois, chez nous, on pleure pas. C'est qui chez vous? Alors, moi, pour le coup, je parle des Tamouls musulmans. Alors, à chaque fois que je parlais, si jamais je change de communauté ou de cercle, je le préciserai. Mais là, généralement, je vais surtout parler en tant que Tamoul musulman. Je sais que, par exemple, j'ai un souvenir, je vais en parler, ça a été, du coup, c'est ressorti ces derniers temps. Je me souviens que pendant le Ramadan, on a la nuit du doute. Et c'est une nuit qui est extrêmement importante, c'est la nuit la plus importante de l'année, c'est même pas la nuit. Et je me souviens qu'il y a un moment où il faut prier toute la nuit. Toute la nuit, vous êtes à la mosquée, et donc du coup, comme vous savez, il y a les hommes d'un côté et les femmes d'un autre côté. Au passage, les femmes, elles sont souvent à la cave ou dans une petite salle, voilà, et les hommes, ils ont tout l'espace. Ça sera le sujet d'un autre débat, je pense. Et à un moment précis, il y a l'imam qui doit faire des souhaits, des doigts, des prières pour la suite, pour le futur. Et pendant très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi ils éteignaient la lumière. Et en fait, quand ils éteignaient la lumière, c'était pour que les hommes puissent pleurer, en fait. Ça, c'était à la mosquée Tamoul de la Courneuve. Et en fait, pendant des années, quand on éteignait la lumière, je savais que les gens allaient pleurer. Mais moi, j'ai déjà vu mon père pleurer, tu vois. Donc je ne comprenais pas pourquoi les autres, ils s'interdisaient. Il y avait ce truc-là. Et au même titre que quand j'ai perdu des membres de ma famille, des choses comme ça, faut pas que tu pleures, c'est toi l'homme de la maison, sinon, si toi tu pleures, tout le monde va tomber aussi. Enfin, tu sais, ces injonctions-là aussi, il y a ce truc-là, tu vois, qui arrive. Et ça, c'est... Donc c'est assez violent. C'est-à-dire que dans son safe space, ce qui est censé être ton safe space, il y a ces injonctions-là. Et que quand tu vas dehors, il y en a d'autres aussi. Et donc du coup, tout à l'heure, je parlais encore à Shigeki, je dis les moments de silence et les endroits de silence, il va falloir les trouver en fait. Et ils ne sont pas forcément là où on s'y attend. Je voudrais juste rajouter un truc. Moi, j'ai été perçue meuf. J'aime bien dire gouin. Je sais pas si ça vous parle gouin. Parce que... voilà.
J'adore mon identité Gwyn, hein. Je la garde profond. J'étais perçue meuf une grosse partie de ma vie et du coup j'étais quoi. Et à l'époque, parce que j'ai 38 ans, c'était le canon de beauté Gwyn, c'était Shane dans The L Word. Donc c'était la meuf valide, blanche, mince, qui est un peu andro et on sait pas trop. Et en même temps, c'était blindé de biphobie, de transphobie, cette émission, c'était une horreur. Et donc en même temps, bah voilà, moi je calais pas dedans, quoi. Je calais pas dedans dans un sens. Et en fait, c'est compliqué, quoi, quand tu veux relationner. Et puis après, quand tu cales, tu te rends compte qu'en fait, t'es exoticisé, mais ouvertement, quoi. Il y en a même une qui m'a dit une fois, une blanche là, elle m'a dit, désolée, non je m'excuse pas, elle a dit, je la déteste, elle a dit, j'adore la beauté indienne. Du coup, en fait c'est affreux parce que maintenant, c'est affreux, c'est bien, mais je reconstruis ma masculinité du coup en ce moment avec la testo, tout ça, et bah, ma vie, ma transition sociale et tout. Et en fait, bah, maintenant j'ai des angoisses parce qu'il y a énormément d'injonctions sur en fait, les personnes trans aussi, et transmasculines qui sont HRT, donc Hormone Replacement Therapy. Et en fait, c'est le truc de, comme les personnes sud-asiatiques, par exemple indiennes musulmanes, sont perçues comme des personnes agressives, potentiellement prédatrices, conquérantes, remplacement et compagnie, voilà, vous connaissez la chanson. Bah, moi, j'avais peur d'être perçue négativement j'ai peur encore aujourd'hui négativement par la police, et j'ai eu depuis que je masculinise mon apparence, j'ai eu une incartade avec la police. Voilà. J'ai été perçue pendant le confinement, j'allais courir, j'ai été perçue comme un adolescent, j'ai 38 ans, qui était sorti pendant le confinement pour s'amuser. Et j'ai été tutoyée, hurlée dessus par 2 policiers dans la rue, à côté de plein de joggeurs blancs, des Marie-Chantal, des Jean-Baptiste, qui couraient à côté sans leurs papiers. Moi j'avais tous mes papiers. Et je me suis fait hurler dessus, patronisée. On m'a dit « Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas compris, le Covid c'était du sérieux ?» Enfin voilà, en gros. Et j'étais sidérée, donc j'ai sorti mes papiers. Et là, en fait, ils m'ont regardée comme une bête de foire parce qu'ils n'ont pas compris la mention de genre et ma présentation. Et donc je suis partie chez moi avec le cœur la chamade, et j'ai pu oser sortir pour faire du jogging pendant le confinement. J'ai eu trop peur. Et en fait je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je fais en fait pour me présenter correctement dans la rue, et que surtout qu'au bout d'un moment mes poils ils vont pousser, quoi. Le jour où j'aurai une barbe, qu'est-ce qu'on va me dire, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc je flippe. Voilà, je suis en flip de ces injonctions, parce que la police a des injonctions, répond à ces injonctions aussi, et là on est dans le contrôle des corps, et dans une période compliquée sur le contrôle des corps. Il n'y a pas que Foucault qui l'a dit, hein, mais voilà. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis? Alors, je serais censé te rassurer, mais je peux pas. Bah oui. Juste pour vous dire que ça y est, c'est officiel. Je le dis, c'est de manière officielle, parce que moi, je me fais encore contrôler. Parce que, au même titre que quand tu penses cocher toutes les cases, tu sais, propriétaire, enfant, marié, il manque plus que le chien, mais je pensais que ça c'est derrière toi. Mais en fait, de manière officielle, les policiers se sont dit entre eux devant les collègues, et les Asiatiques sont les nouvelles racailles. C'est donc, voilà, préparons-nous, c'est officiel apparemment, donc on serait les nouvelles racailles. Ça aussi, c'est une autre forme, tu vois, c'est... je sais pas d'où ça vient, enfin si, je sais à peu près avec la barbe et ça, mais bon voilà, désolé. Mon grand frère m'avait prévenu aussi du coup. Moi en tant qu'homme noir, j'aurais pu dire que je me fais contrôler souvent, mais je me fais jamais contrôler, pour la simple raison que avant de voir un homme noir, il voit d'abord un homo. Il suffit que j'ai ça par exemple, et c'est suffisant pour dire que je suis homo et donc de me laisser tranquille. Donc en fait, même si on n'a pas d'injonction sur certaines choses, on en a sur d'autres. Donc du coup, comme je suis catégorisé gay, donc pas dangereux, alors que des gays dangereux, il y en a. Donc voilà, quand je passe dans le RER et tout ça, et je vois des confrères, compatriotes qui se font arrêter par les flics, ça me fait mal au cœur, parce que moi je passe comme ça. Et je peux rien faire parce que voilà, mais je peux te rassurer sur ça, sauf si tu deviens un homme gros et gay, mais là tu seras tranquille. Je vais changer un petit peu d'injonction, mais je pense qu'on a oublié aussi les injonctions sur la sexualité.
avant de m'affirmer comme personne non binaire, je me suis construit sur un modèle gay, parce que j'étais avant assigné homme. Et faut pas oublier aussi que, surtout je parlais de mon point de vue de sud-est asiatique, mais dans le milieu gay, il y a des injonctions dans la sexualité à être constamment passif, à avoir ce statut de dévirilisé, qui, encore une fois, tire ses origines de la colonisation. Pour dire, je pense que chacune, on a regardé du porno, on regarde encore du porno. Et dans le porno gay, j'ai rarement vu, même je crois pas du tout, un acteur asiatique être autre chose que passif. Ouais. On va passer à la prochaine question. Oui, ça va être en tout cas en rapport avec ce dont vous avez parlé, tout ce qui est injonction. Comme on a dit, comme vous l'avez dit dès le début, c'est que vous travaillez, en tout cas où vous baignez tout dans le milieu artistique, donc que ce soit dans la photographie, le cinéma, le mannequinat, le milieu du drag. Et la question c'est donc, est-ce que justement les discriminations que vous subissez liées à votre identité raciale, à votre identité de genre, a influencé votre travail, justement, artistique? Tu veux commencer? Alors déjà, en ce qui concerne mon travail artistique, je dirais plus que c'est plus que mon genre, c'est réaliser mon intersectionnalité, tel que Kimberly Crenshaw l'a théorisé. C'est important de rappeler que ces concepts ont été théorisés en premier par des personnes noires, et notamment là, en l'occurrence, une femme noire. Donc c'est à travers mon intersectionnalité que j'ai décidé de défendre ce concept-là. Et donc je suis un petit peu séquencé. Dans la photo, je vois mon travail comme le but de ce que je fais en photo, c'est de montrer, d'abord, de normaliser la diversité de nos corps à travers nos expériences, nos trajectoires, nos vécus. Et de les montrer de manière positive, avec beaucoup d'empuissancement, de montrer les rapports affectueux qu'on peut avoir ensemble, et qui se désolidarisent un peu de tout ce qu'on a pu voir quand ce sont des personnes blanches qui le font en général. En poésie, en écriture, en poésie que j'écris volontairement en écriture inclusive, je réfléchis beaucoup et j'attends beaucoup encore à voir comment mon identité queer va interpréter mes origines vietnamiennes. C'est-à-dire comment, en fait, comment par exemple à travers les rites, à travers la magie, à travers la figure de la sorcière, je vais me réapproprier mon identité queer, quelles sont les métaphores, les allégories et les figures de style que je vais utiliser pour imprégner de queer mon vécu aussi intersectionnel. Ça peut être par exemple, je vais donner des exemples tout simples, mais tout simple. Par exemple, comment rendre sensuel un bol de feu, et comment en tirant la métaphore filée, je vais pouvoir parler de sexualité, de genre, etc. Comment, encore une fois, à travers l'encens, les papiers fantômes, tout ce côté un petit peu de rituel, les taillissements, comment ces éléments vont pouvoir regrouper ensemble, former un espèce de rite de guérison queer, mais axé du coup sur mes origines. Comment la réappropriation de mon signe astrologique dragon va faire que je vais pouvoir en faire une espèce de chimère de revendication queer. Voilà, comment lier constamment les deux. Et dans le cinéma, c'est un petit peu un condensé de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire écrire des histoires du coup du point de vue des concernés, où on va pouvoir
créer des récits qui sont empuissancés, qui sont affirmés, des récits de happy end qui se désolidarisent complètement du schéma classique qu'on a dans les autres films, qui sont en général des destins tragiques où ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal pour nous, voilà. J'ai un peu répondu tout à l'heure déjà. Du coup, je vais parler du King. Est-ce que il y a des personnes ici qui connaissent le King? Je sais pas. Du coup, je vais peut-être déjà définir rapidement. Donc, en fait, vous connaissez probablement le Queen, donc le drag queen. C'est donc l'inverse. Mais du coup, c'est une pratique qui est très visible, qui est très peu visible, mais quand elle l'est par des personnes blanches, malheureusement, majoritairement, ça vient de la culture cisgouine. Mais en vrai, en réalité, il y a énormément de personnes transmasculines qui font du King. Et voilà, il y a quelques mecs cis aussi, gays, il y a des personnes non binaires aussi qui font du King. Donc il y a tout un panel de personnes qui se sont emparées de cette forme d'art versus le Queen qui est majoritairement des mecs cis gays blancs. Voilà, il faut savoir. Et en fait, là où c'est compliqué quand on est racisé, alors en termes sud-asiatiques du coup, d'ici, on est peau de chagrin, vraiment, dans les kings. Donc moi je cherche mes kings, je vais les trouver, voilà. Mais ils ont beaucoup en Angleterre du coup, beaucoup en Bretagne. Et en France, je pense qu'on n'est pas vraiment très très peu fort, j'en connais pas quoi. Voilà. Mais après, voilà, on est dans un nœud constant. Les personnes racisées qui font du King, depuis toujours, vous allez peut-être vous en rendre compte en y allant ou en parlant avec des personnes King qui sont racisées, qui font du King et tout. On est dans un nœud de qu'est-ce qu'on fait avec la masculinité qu'on va représenter sur une scène. C'est-à-dire, on va faire un lip-sync, comme pour les queens, on fait des lip-sync aussi, de la performance un peu burlesque, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette masculinité? Parce que les blancs, qui font du King, ils vont faire une masculinité où ils vont se lâcher, et ils vont faire des Trump, ils vont parodier des blancs puissants. Voilà, des mecs blancs puissants, 6-7, quoi, des HSBC bien, et tout le monde va rire, ça va être la foire d'empoigne. Mais nous, quand on monte sur scène, on ne peut pas parodier les hommes de notre communauté. Parce qu'il y a une charge qui est implacable, que si on est en train d'essayer de faire de nous-mêmes de rire, est-ce que le public va rire de nous ou avec nous? On n'en a aucune idée. Majoritairement, en plus, le public va être blanc, même dans des espaces queer, hein, même à la mutinerie, hein, voilà. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, j'en parlais il n'y a pas longtemps dans le cadre de mon podcast avec un King qui est né en Tunisie et qui est transmasque et qui me disait c'est la même chose, qui a 50 ans, hein, et qui m'a dit c'est la même chose, on est hyper vigilant quand on écrit une scène parce qu'on a peur constamment de ce qu'on va renvoyer par rapport à la masculinité, et c'est un double, triple, quadruple travail que d'être un King racisé, parce qu'il faut absolument être parfaite sur ce qu'on écrit, comment on va le montrer, parce qu'on peut être pris au piège dans les yeux du public blanc, voilà, même queer. Donc on travaille beaucoup plus, donc il faut soutenir les personnes qui font du King, même du Queen, hein, mais les personnes qui font du drag, qui sont racisées, parce que c'est plus de taf. Et quand j'en parle avec des kings blancs, ils saisissent pas tout de suite ce que je dis, mais quand je leur dis moi je travaille plus que toi, j'ai plus de charge parce que j'ai la charge raciale quand j'écris une scène, et tu n'auras jamais l'once de la connaissance de ce que c'est, de ce vécu-là, de vivre ça, et de cette fatigance et hyper vigilance constante versus moi en fait. Et je pense que c'est obligatoire aujourd'hui qu'on en parle dans nos communautés, qui sont majoritairement blanches, les communautés TPG, qu'on en parle, qu'on dise voilà, nous on a une charge en plus, quoi. On a vraiment une charge en plus, et c'est du double boulot, et c'est comme ça en fait, voilà. Donc, et on est en plus peu visibilisé, justement, donc on est les personnes qui travaillent le plus, mais on est les personnes qu'on voit le moins. Donc voilà, moi dans le King, je suis constamment en train de réfléchir à ça, et je veux parler de masculinité d'ici, et je veux absolument me la reconstruire, parce que pour moi c'est vital, déjà, jour après jour.
pour moi aujourd'hui en tant que personne trans. Et de l'autre côté, parce qu'il faut visibiliser au maximum et il faut montrer et vous faire montrer et raconter plein de récits. Mais vraiment par soi-même. Il faut réécrire des masculinités en fait. Il faut se réapproprier, il faut décoloniser à travers des pratiques artistiques. Et moi j'essaye de le faire, tant bien que mal dans ma pratique King. Mais il faut aussi qu'en face il y ait des compréhensions et comprendre aussi que nous-mêmes quand on écrit ces scènes-là, on est tout le temps sur un fil, quoi. Voilà. Je pense que je vois des têtes qui font ça et on comprend. Je ne sais pas si ça vous voyez un peu. Bon, je suis plein d'hormones, j'ai envie de pleurer du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Mais la prochaine question, par contre, elle est en lien avec ce que vous venez de dire. Alors, de quelle manière votre regard sur votre genre a-t-il changé et comment cela est-il lié à la représentation de vos identités dans l'espace public et médiatique? Alors, en fait, moi, c'est ma façon d'être présent sur les réseaux sociaux ou dans mon boulot de mannequin, de modèle, c'est de... Pour moi, le mot principal, c'est la visibilité, la représentation. Que les personnes, les hommes gros, par exemple, qui ne se voyaient nulle part, lorsque je suis présent, alors comme tu disais, parfois je sais que sur certains shootings, certaines choses, je suis invité ou invité à participer parce que je suis noir, gros, gay. Je fais une espèce de combo où je comble tout de suite plein de trucs, je coche plein de cases en fait. Alors je sais très bien pourquoi je suis là, je suis pas dupe sur le truc, mais je me dis au moins ça sert quelque chose, ça sert à d'autres personnes qui se sentent pas représentées, qui se sentent invisibilisées, et c'est une sorte de militantisme soft que j'utilise pour être présent, voilà, parce que ça donne aux personnes plus normées l'habitude de voir des gens moins normés, et c'est comme ça qu'on s'habitue peu à peu à nous voir, donc à voir d'autres personnes. Alors moi je mets pour les corps gros principalement, mais aussi pour tous les autres corps différents, puisque tout le monde n'est pas grand, blond, mince, musclé, avec avec la bonne pilosité qui va bien, la barbe qui va bien, voilà. Et donc c'est de cette façon que j'essaie d'être présent aussi bien dans des trucs très mainstream, donc des pubs, voilà, ou des trucs plus queer, plus underground, mais au moins d'être toujours présent, parce qu'il y a aussi, même dans les cultures LGBT, il y a une absence de diversité des corps qui est très présente, alors que ce soit des diversités des corps dans les morphologies ou dans les couleurs de peau. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'essaie de faire un peu bouger les choses à mon petit niveau, quoi. Merci déjà pour ce que tu as dit. Moi j'ai un peu envie de faire un état des lieux de toutes les représentations qu'on peut avoir au cinéma, surtout dans les séries, dans tout ce qui est un peu audiovisuel, parce que j'ai regardé énormément de contenu et ça m'a beaucoup influencé sur ma propre affirmation. Et Dieu sait que ça a été difficile, et justement cela à cause des représentations. J'ai commencé par la représentation en Occident, alors je ne parlerai pas des représentations spécifiquement racisées, mais juste déjà des représentations gays dans l'espace public occidental, et je dis bien gay et non queer, c'est eux qui savent comprendre la nuance. Les représentations gays qu'on a dans l'espace audiovisuel en Occident, c'est toujours donc cette représentation en général de personnes cisgenres, viriles, masculines, qui ont leur petit pavillon en banlieue, dans des quartiers qui subissent la gentrification, qui cherchent absolument à adopter, qui cherchent à accumuler du capital, et qui donc du coup cherchent en soi à adopter un système d'intégration qui est un système cis hétéronormé. Voilà, ça c'est pour donc du coup les représentations cisgenres. Donc on a ce modèle-là, on a aussi le modèle du jeune gay, meilleur ami,
épicé de l'héroïne bien fade qui ne sert qu'à faire des relookings dans des centres commerciaux, à partager des gossips autour d'un Starbucks, qui n'a aucune relation amoureuse, cherche à coucher avec le plus de mecs possible. J'ai plus ou moins tout dit sur lui, je crois. Et autrement, on a ces représentations, cette fois-ci où on est personnage principal, waouh, de films gays, où encore une fois, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le destin tragique avec des histoires non assumées qui se terminent toujours mal, soit par le refoulement, le reniement, la mort. Voilà. Ensuite, on a les représentations trans. Alors, les représentations trans dans l'espace public occidental, on est vu soit comme des psychopathes, soit comme des menteureuses qui cachons notre transidentité avec les personnes avec qui on a entamé une relation amoureuse. Et quand le secret est enfin dévoilé, la manifestation de ce que l'on renvoie, c'est du rejet, du dégoût, des vomissements. Tout ce que je vous dis là, c'est assez bien résumé par un documentaire qui s'appelle Disclosure, qui est disponible sur Netflix, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. J'étais assez déçu par toutes ces représentations en Occident, et du coup je suis allé m'intéresser à celles qui se trouvaient en Asie. Et quand je dis Asie, je parle surtout de Chine, Corée, Japon, parce que, bon, faut pas se mentir, mais la majorité des représentations qu'on a quand on est asiatique, sud-est asiatique, viennent de ce que j'appelle moi les pays dominants d'Asie, donc c'est-à-dire Japon, Chine, Corée. Donc j'ai regardé énormément de mangas, d'animés, énormément de dramas. Alors, dans les dramas coréens, nous n'existons pas. Ou alors, on existe de manière un petit peu détournée. Il y a toujours cette scène assez classique de deux hommes du cast du drama, qui est toujours une scène comique, c'est important de préciser, où sous l'effet de l'alcool ou alors sous l'effet d'une maladresse d'un des deux personnages, ils se retrouvent de manière comique assez proche, et donc il y a cette espèce de tension sexuelle entre les deux où ils manquent de s'embrasser, ce qui est une espèce d'appât pour ce qu'on appelle le boys love, des personnes cisgenres qui adorent voir ce genre de scènes, sauf qu'en fait ces scènes n'ont aucune finalité. C'est toujours là pour le comique, pour la petite blague, mais au final l'un des deux finira toujours avec l'héroïne. On a encore la représentation cette fois-ci d'un personnage gay qui est toujours avec un caractère comique, hein, mais qui est toujours en compétition, en pseudo-compétition avec l'héroïne parce qu'il est aussi amoureux du héros, sauf que dans la finalité, encore une fois, c'est l'héroïne qui finit avec le héros, et donc le personnage gay se retrouve avec son amour à sens unique illusoire. Et alors dans les mangas, il y a un peu cette représentation qu'on retrouve dans, je ne me rappelle plus les noms, mais notamment One Piece et d'autres titres, où alors on est représenté, il y a une espèce de micmac entre, on confond transidentité et drague. En fait, on a cette espèce de chimère queer, où en général on est dépeint comme des hommes très musclés, très poilus, très virils, mais extrêmement maquillés, avec des traits, un faciès très exagéré, genre des grosses lèvres, des grands yeux, des os très marqués. Et on est vu comme des personnes très oppressives. C'est encore une fois à caractère comique, c'est-à-dire qu'en général, on va prendre dans nos bras les héros cisgenres de force, on va les embrasser de force en les appelant par des petits noms, et c'est toujours, donc, encore une fois, à caractère comique, mais on représente ni plus ni moins une menace, c'est ça qui est un peu dit en sous-texte. Ou alors, je pense que la dernière présentation qui m'a vraiment choqué venait d'un shonen, j'adore le shonen, qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sous-genre du manga, mais qui est soi-disant fait pour les garçons, et donc du coup, parce que c'est pour les garçons, ça contient énormément de problématiques.
Et il faudrait réinventer le shonen pour moi, le shonen queer, on veut du shonen queer, du vrai shonen. Et donc il y avait ce manga qui commençait très bien, qui s'appelle Gamaran, qui est un manga qui se passe à l'ère d'Edo, donc des samouraïs, super, j'étais conquise, jusqu'à ce qu'apparaisse un anti-héros, donc du coup qu'on comprend est queer. Et en fait, cet anti-héros est vu un peu comme une espèce de monstre. Il a une armure qu'il a faite à partir des cheveux de ses anciens amants qu'il a tués dans la fleur de l'âge pour ne pas qu'ils vieillissent. Et cet anti-héros a cette espèce de fantasme quand il se confronte aux héros, quand ils se battent ensemble. Il a ce fantasme en fait de se faire pénétrer par le katana du héros. Donc voilà le genre de représentation qu'on peut avoir aussi en Asie. Alors je nuance beaucoup ce que je dis aussi parce que bon, moi j'ai 32 ans, donc j'ai vu beaucoup de contenu du début des années 2000, et c'est vrai que maintenant on commence à avoir un petit peu de représentation un peu plus légitime, grâce notamment à l'arrivée de Netflix, qui fait beaucoup, notamment dans le drama coréen. C'est-à-dire que j'ai vu un drama récemment où il y avait enfin un personnage de Blasian qui était là et un autre personnage qui était trans, donc ça commence un peu à arriver, même si les représentations ne sont pas complètement, encore une fois, tout à fait légitimes jusqu'au bout, mais ça arrive, donc il y a de l'espoir. J'ai un peu répondu. En fait, j'ai répondu un peu. Non, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord. Et je voulais juste rajouter une dernière petite chose, mais c'est parce que du coup en fait j'ai fait de la DLE, mais je voulais rebondir sur les conséquences. Mais en fait ça explique pourquoi là je parle en tant que personne queer non binaire, mais pourquoi est-ce qu'on met autant de temps en fait à s'affirmer en tant que personne non binaire et racisée, dans le sens où la majorité des représentations sont déjà des représentations cis. Et quand on fait notre première coming out, qui est déjà une expérience en général assez violente, c'est un choc émotionnellement fort souvent, parfois des situations familiales difficiles, et on se dit que avec toutes les représentations qu'on a, on va pas s'imposer déjà plus de violence dès le début, donc il vaut mieux peut-être commencer par le moins violent, c'est-à-dire s'identifier comme une personne gay, comme une personne cis, avant de pouvoir, des années plus tard, enfin réussir à s'affirmer comme une personne trans. Voilà. Ah, le micro, je te donne un arrêt. On peut se poser des questions après, je pense. Du coup, moi, je voulais parler aussi une fois de plus par rapport à... Je vous avais expliqué que moi, à titre personnel, j'ai pris l'espace, que ce soit en télé ou dans l'équipe, choses comme ça, en tant que, voilà, ce que je suis là, et prendre l'espace avec des cheveux longs. En fait, c'est con, mais c'était pas un choix politique, c'était pas une revendication. À la base, je voulais des cheveux longs parce que je voulais me faire des tresses. Rien à voir, tu vois. C'était en 2000. Mais j'ai vu ce que ça provoquait dans ma communauté. Et en fait, plus ça provoquait, je les ai plus coupés. Et du coup, pendant longtemps, j'allais plus au mariage de ma famille. On m'invitait, mais je n'y allais plus. Parce que la question se posait, c'était t'es un homme, pourquoi t'as les cheveux longs? Aussi basique que ça, hein. Faut pas aller chercher plus loin. Donc je n'allais plus au mariage. Et pour moi, reprendre l'espace, c'était pas tant à la télé, mais c'était surtout aussi dans la communauté, de se montrer, juste de venir comme ça, avec mon chignon par exemple. Là, j'ai un chignon, je sais que ça gêne beaucoup de personnes dans la communauté. Non, là je viens avec un chignon. Mais là je te parle, on est dans les années 2000. Là on voit bien maintenant qu'il y a PNL qui a sorti, les rappeurs, les machins. Dans ma communauté, je vois que tout le monde a commencé, les enfants ont des cheveux longs et tout. Mais alors du coup je ne l'ai pas imposé à mon fils, c'est lui qui a décidé. Il a les cheveux longs. Voilà, tu vois. Là je vois bien que la dernière fois que je l'ai emmené à un mariage, donc il a habillé avec une tenue traditionnelle en djiba. C'est une grande tunique qui est là. Donc on pourrait l'assimiler par rapport à la tenue que c'est un garçon. Je vois bien que la question qu'on va demander, c'est une fille ou un garçon? Tu vois ce que je veux dire? C'est de faire exprès. T'as les conservateurs, ils vont dire, en fait c'est un garçon mais il peut avoir les cheveux longs, tu sais, t'es au courant de ça, quoi.
Et ce qui est hyper chiant, c'est d'aller chercher. Je vois bien ma famille, comment eux, ils devaient répondre de ça. Ah, mais tu sais, Issa, Jésus, il avait les cheveux longs, donc... flemme, hein. C'est la flemme totale. Et en fait, c'est d'aller... Une fois de plus, c'est toujours de justifier ce que l'on est ou ce que l'on fait par rapport à quelqu'un d'autre, aussi grand qu'il soit, que ce soit un prophète ou pas. Je les respecte, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est bon, on va le mettre de côté. Mais voilà, donc mon fils, c'est pas une bataille politique, c'était pas ça du tout, mais je me rends compte que c'est déjà en train de venir aussi sur lui. Mais étonnamment, ça va, il le gère bien. Il arrive à répondre souvent, ah ça va petite fille, bah non je suis un garçon. Ou il répond plus, il dit bah, je m'en fous, moi je sais ce que je suis. Voilà, c'est... Bah écoute, tu m'as tendu la perche pour la prochaine question parce que c'est justement si ces sujets-là, donc la masculinité, la non-binarité, sont des sujets en fait qui sont abordés au sein de nos communautés et au sein de vos familles aussi en fait. Et si ça l'est, comment c'est reçu, et si ça l'est pas, pourquoi? Je peux répondre direct? Alors, déjà, je découvre le collectif SWAG. Alors à titre personnel, je pensais pas qu'il y avait des gens de la communauté LGBTQI+, chez les Indiens. Alors encore moins chez les Indiens musulmans, parce que c'est pas que c'est tabou, ça n'existe pas. C'est très violent ce que je vais vous dire, vous n'existez pas. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand je discute avec ma famille ou les gens de la communauté tamoule et musulmane, je n'ai jamais entendu parler, c'est même pas un sujet de discussion. Ça n'existe pas. C'est extrêmement violent, parce que du coup, tu sais, quand tu discutes avec les gens, tu le vois. Tu sens que ça... Ah, l'année prochaine, c'est le mariage de mon cousin. Tu vas attendre longtemps, mon ami, parce que ton cousin, il va pas se marier l'année prochaine. Je le sais. Et parfois, alors voilà, la seule fois que j'ai entendu, c'est arrivé au mariage, au village de ma grand-mère, la voisine d'en face, elle s'est mariée. Ils n'ont pas eu d'enfants pendant 1 an, parce que tu sais, pour faire des enfants, il faut faire l'amour, tu vois. Ce n'est pas arrivé, le monsieur... au bout d'1 an, a avoué son homosexualité. C'est parti. Alors du coup, en Inde, maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'est parti en procès, des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup de chance. Quand je parle de ma famille, je parle de ma mère, ma soeur et mon père. D'accord? Mes cousins, cousines, je ne sais pas où ils en sont actuellement. Mais nous, on a tellement voyagé que du coup, c'est pas un sujet de discussion parce que tout va bien. J'ai eu extrêmement peur. Ma mère revenait de la Mecque. Et c'était comment s'appelle les manifs pour tous, les gens qui ne voulaient pas de mariage pour tout le monde. Et donc du coup, il y avait cette manifestation-là, et vraiment, elle rentrait de la Mecque la veille, et elle était chez moi, et il y a le truc à la télé, elle me dit « mais c'est quoi ce truc ?» Et vraiment, je sens que je suis un peu mal à l'aise, je vais devoir lui expliquer. Et j'ai cru qu'elle allait vraiment mal le prendre. Et quand je lui ai expliqué ce que c'était, elle m'a dit « toute cette énergie-là, juste pour que 2 personnes du mariage puissent pas se marier. » Elle dit « c'est ça là, tout ça là. » Et en fait, ça l'a choqué. Et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait, on en parle. Et on en parle depuis peu. Là, je parle au tamoul. Il y en a quelques-unes dans la salle. J'ai découvert, il y a des courts-métrages sur Netflix qui parlent des crimes d'honneur. Je l'ai regardé avec ma mère, je peux en chialer presque. Du coup, ça parle, c'est une histoire vraie dans un village. Je vous invite à le regarder. D'une transe musulmane, mais la violence du récit et de la réaction des parents et tout, et du coup on a pu aborder une discussion avec ma mère, et c'est par ce biais-là qu'on a commencé à en parler avec les cousins et les cousines. Chose qu'il faut savoir, c'est que on a beau critiquer Netflix, mais c'est le seul espace où on peut aborder ce genre de sujet-là, parce que ces sujets-là, au cinéma traditionnel, on ne le verra pas. Chez nous, on ne le verra pas. En Inde, on le voit pas. Déjà que un homme et une femme qui s'embrassent, déjà c'est compliqué. En tout cas dans le Tamil Nadu, dans le Nord, ça c'est un peu plus open, mais chez nous c'est très complexe. Mais en tout cas, voilà, moi dans ma famille, c'est pas un sujet. Et nous, avec mon épouse, on se dit que, à titre personnel, si jamais demain nos enfants devaient faire ce fameux mot que je déteste, mais que c'est comme ça, un coming out, c'est qu'on a raté quelque chose dans notre safe space. C'est que c'est pas un sujet en fait. Tu viens comme tu es, tu viens avec qui tu veux en fait. Et nous c'est comme...
Donc du coup, moi, je peux parler surtout dans la communauté des Antillais, enfin des Afro-Antillais en tout cas, concernant, par exemple, le coming out. Alors, donc moi, j'ai fait mon coming out il y a 20 ans, puisque j'ai un certain âge. Et donc, en fait, moi, je suis hyper content maintenant quand je vois des LGBT QIA+, afro-descendants, parce que, alors bon, je suis pas un pionnier, hein, mais je suis quand même pas vieux à ce point, mais voilà, il y a 20 ans, c'était très compliqué, et je me souviens quand j'ai fait mon coming out, très rapidement, je me suis retrouvé pardon, ah putain. C'était... Ok. Quelqu'un veut parler? On va reprendre. Non, c'est bon. C'est bon, pardon. Je sais pas pourquoi je dis pardon d'ailleurs. Non, en fait, je me retrouvais à un moment où j'étais très seul, parce que toutes les personnes sur lesquelles je comptais avoir un soutien n'étaient pas là. Pardon. Putain. Bon. Je dis putain tout le temps plus. Parce que c'était quelque chose de tellement tabou que pour m'affirmer, en fait, j'ai dû briser ce truc, et les autres personnes ne voulaient plus être associées de près ou de loin, donc, à ce que j'étais. Alors, elles disaient ce que j'étais devenu, alors que j'étais pas devenu, j'étais la même personne. Du coup, j'ai perdu le fil un peu de ce que je voulais dire. Et donc, après, en fait, d'être gay assumé aux Antilles, c'était très compliqué. C'était des choses où on se cache souvent. Et lorsque je me suis dit que je ne pouvais plus vivre comme ça, parce que bon, il y a plein d'autres personnes, je ne juge pas, chacun vit comme il veut, mais pour moi, c'était plus possible. Donc, ne plus rester, alors en Martinique en l'occurrence, c'était plus possible de rester là-bas. Donc je suis venu à Paris, bon, pour mon travail aussi, mais ça a été une découverte d'autres choses, d'être moi-même aussi, et là aussi donc de rencontrer d'autres LGBT antillais qui plus âgés, qui eux aussi avaient fait la même chose. En fait, c'était assez triste en fait de voir que depuis des dizaines d'années, c'était toujours la même chose en fait, des Antillais, Antillaises qui quittaient l'île pour une raison ou pour une autre, mais surtout pour ça, et qui venaient à Paris, et qui parfois étaient disparus en fait pour leur famille qui était restée aux Antilles en fait, puisqu'ils n'en parlaient pas. Alors moi maintenant, ma famille ça va et tout. J'arrive avec mon copain et tout, enfin moi il me calcule plus quoi, mais bon, il calcule que mon copain. Mais je me dis que c'était un long chemin, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour les LGBT aux Antilles, mais il y a encore beaucoup de travail en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, de choses qui sont ancrées. Et voilà, enfin j'ai un peu perdu le fil de tout ce que je voulais dire, mais en gros. Bon, moi, mes parents viennent d'arriver, donc ça va être axé sur vous. Coucou papa, coucou maman. Je vais du coup parler plutôt de ces sujets de discussion du côté vietnamien, vu qu'on est majoritairement entre personnes racisées. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension avant de faire mon premier coming out, donc qui était mon coming out sur ma sexualité. Notamment parce que je pensais que justement aussi dans les communautés, en particulier vietnamiennes, c'est des choses qui étaient très mal vues, qui étaient rejetées, etc. Du fait aussi que y a une énorme pudeur chez les Sud-Est asiatiques, une pudeur généralisée sur tout ce qui est émotionnel, quoi. Pas que sur la sexualité. En Sud-Est Asie, on communique beaucoup par le geste, par les actions, et très peu par la parole.
moi qui ai toujours été quelqu'un de très très émotif, très très expressif, j'ai toujours eu une relation par le passé compliquée avec un papa qui cherchait le calme, qui cherchait la discrétion, qui n'est pas très démonstratif, mais comme toutes les personnes de ma famille, pas que les hommes mais les femmes aussi. Hein. Voilà, et donc j'avais beaucoup d'appréhension et en fait assez merveilleusement bien passé avec mon père qui m'a dit les plus belles choses quand je lui ai annoncé, qui m'a dit tout ce que je voulais entendre et j'ai été estomaqué par l'ouverture qu'il a pu avoir à ce moment-là sur ces questions-là parce que je m'attendais vraiment absolument pas. Et je connais d'autres parcours que le mien, d'autres personnes qui sont aïeux-descendantes, qui m'ont dit que ça s'était aussi bien passé dans leur famille, que c'est pas des choses dont on parle vraiment frontalement. Si nous-mêmes on va pas ouvrir ce discours, en fait nous on est là, notre but aussi c'est de nous ouvrir ce dialogue-là auprès de nos parents, grands-parents et plus. J'ai discuté récemment aussi avec une de mes tantes que j'avais pas vue depuis 15 ans, et pareil, j'ai ouvert un petit peu ce dialogue avec elle, où elle me disait qu'en fait, eux, ils ont aussi grandi avec, en apprenant vraiment les bases de l'homophobie. Elle me disait, pour moi, elle me dit, je suis désolée, mais genre, voir deux hommes s'embrasser, ça me dégoûte. Et elle me dit, genre, j'aimerais que ça ne me dégoûte pas, j'aimerais dépasser ça, mais je n'y arrive pas. Et dans la discussion, j'ai compris que du coup, c'était vraiment quelque chose dont elle n'arrivait même pas à se débarrasser. C'est-à-dire qu'elle voudrait être dans cette ouverture, mais c'est quelque chose de physique. Je dis, mais qu'on lui a inculqué physiquement à ressentir du dégoût, par exemple, là-dessus, sur ces choses-là. Bref, sexualité, ok. Le genre, c'est plus difficile. Le genre, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que, notamment avec ma famille du côté asiatique, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de leur faire comprendre les enjeux de ce que c'est que la non-binarité, de pourquoi c'était important pour moi de changer de prénom, quels étaient les enjeux en fait de changer de prénom. C'est des sujets qui sont difficiles encore à comprendre chez eux plus que la sexualité. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne me souviens plus. Je blank. Si quelqu'un veut reprendre la suite. Tout ce que je viens d'entendre de votre part, ça, en fait, j'ai envie de vous dire, là tout de suite, devant cette caméra, que je suis au placard, total placard, voilà, 38 ans placard. En fait, dans la partie indienne, donc musulmane de ma famille, de toute manière, les relations, on n'en parle pas. On n'a jamais parlé, ça n'intéresse personne, on veut savoir c'est quoi les études. Alors l'échec scolaire, c'est une catastrophe d'en parler même à ce moment-là. Mais en fait, on parle pas de ces trucs-là et tout. Et par contre, moi, j'ai jamais parlé de mes relations, quoi. Jamais, ever, quoi. Et évidemment, encore moins les relations Gwyn. Et du coup, maintenant, je suis depuis 5 ans, 38 ans, quoi. Chat, j'ai une meuf. Et du coup, j'écris tout le temps à mes cousines en Inde et tout. Et en fait, j'ai tout le temps la question de la cousine qui fait: quand est-ce que tu m'envoies un selfie avec ton hot boyfriend? Comment te dire, j'ai pas le hot boyfriend, j'ai la hot girlfriend. Mais du coup, j'envoie des photos de ce qu'on cuisine, de tout, mais de tout le reste, quoi, sauf de ça. De Paris, de machin et tout ça, parce qu'elle est en Uttar Pradesh, elle est à Benares. Et du coup, pareil, j'ai de la famille en France qui est venue avec le rapprochement familial, et que je vois de temps en temps, voilà, ils sont à Paris, du coup, on papote et tout, machin. Puis on parle de tout sauf de ça, quoi. Et jamais des relations. Et du coup, la transidentité, voilà, moi je suis au placard, voilà. Personne ne sait que je suis en train de transitionner, que je prends des hormones, que j'ai la voix qui tombe, que j'ai un des poids. Et que à un moment donné, il va falloir que je change mes papiers, aussi tout ça. Peut-être il va falloir que je change mon prénom officiellement, aussi tout ça. Et je suis en train de réfléchir, peut-être Zayn, ça peut le faire, non, je sais pas. Parce que y en a un qui est pas mal. J'ai channelé du Zayn, là. Ça peut peut-être être plus pour moi, je sais pas.
Mais en tout cas, ouais, non, je suis au placard, donc j'en profite, je fais un coming out. Je sais pas, je parle plus à mon daron. En même temps, je parle plus à mon daron depuis une petite dizaine d'années, tout ça, parce que c'est parti en cacahuète pour plein de raisons familiales compliquées, voilà. Mais si un jour, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'en sais rien, peut-être qu'on va se renouer, tout ça, machin, bon bah j'aurais pas du tout la même tête. J'aurais pas du tout la même présentation, ça c'est sûr. Enfin, je serais, je sais pas, peut-être déjà 10 ans de thé, quoi, de testo. Il va me voir, il va faire oh lolo. Et à ce moment-là, je sais pas en fait, peut-être que ça va très bien se passer, j'en sais rien. Peut-être qu'il va piger parce que en Inde ça existe quoi en fait, la transidentité. Hijra ça existe. Il y a des mecs trans, il y a des meufs trans, ça existe quoi. Et peut-être qu'en fait ça va très bien se passer. C'est pas en fait même avec ma famille indienne, ça se trouve ça peut très très bien se passer. Enfin en fait je pars du principe que ça peut très mal se passer de mon côté français aussi. Enfin ça s'est pas forcément bien passé du côté français quoi. Donc en vrai c'est toujours en fait la transidentité, la transition c'est toujours un abysse avec tout en fait. On a des a priori tout le temps sur et sa communauté et le travail et les amis, tout le monde on se dit personne va nous accepter, c'est mort, c'est dead, c'est enterré quoi. Mais en vrai on peut être totalement bien surprise de ce qui arrive et des réactions et du coup bon moi j'en profite voilà. Je suis trans. Je suis très fière. Et je suis goin, et je suis très fière aussi. Et oui, c'est possible. Et voilà, et du coup, j'espère que... Enfin, déjà, j'ai rencontré Gorline, et j'ai rencontré le swag et tout, ça m'a fait grave du bien de rencontrer des personnes queer. Parce que, comme tu disais, on sait pas qu'elles sont là, ces personnes. C'est extrêmement important ce que vous faites. Ah bah ouais. Je sais pas, c'est doucement quoi. Mais on est là. Ça commence bien. C'est très très reposant, parce que moi j'ai 38 ans, j'ai mis 38 ans à trouver des personnes... parce que voilà, c'est compliqué quand tu es dans une communauté qui a majoritairement des personnes blanches, et quand il y a des personnes racisées, alors tout d'un coup, moi j'ai beaucoup, vraiment, genre senti des fils que j'attrapais, puis qu'on attrapait en face avec moi, avec des personnes NORAF par exemple, beaucoup parce qu'il y a des personnes d'origine musulmane en fait, qui sont NORAF, ou des personnes afrodescendantes aussi qui ont la culture musulmane. Du coup, tu peux attraper des petits fils comme ça et c'est vraiment, vraiment sympa dans la commune du coup de rencontrer des personnes comme ça, mais des personnes d'ici. Mais du coup, ça fait du bien et ça donne de la force aussi pour pouvoir faire des choses du genre je suis trans ou je suis un coming out. Ça donne aussi beaucoup de force pour ça en fait, même à 38 ans quoi. Et c'est très intéressant comme ça, ce reverse mentoring, d'être entouré de personnes beaucoup plus jeunes qui nous envoient cette force, d'être fier au quotidien. Alors, ça veut pas dire que je vais être fière forcément et hyper à fond le jour où je vais devoir faire ce coming out vraiment pour de vrai. Voilà, avec le moment du thé, avec mon oncle et ma tante par exemple qui habitent à la Borlier. Enfin voilà, je sais pas, de toute façon je vais être comme ça et tout, alors que voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai dans un petit coin de ma tête, je peux puiser. Voilà, je peux puiser et c'est charmé. Et voilà quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je sais pas, j'ai envie d'être positif dans un sens, parce que j'ai envie de me dire, la communauté, nos familles, nos communautés, on va dire dans un sens plutôt racial, peut nous surprendre aussi. Et je pense que c'est ce que tu racontais quoi. Et je pense que vraiment, faut pas. Et puis si on le fait pas, parce que alors voilà, j'ai une pote Gwyn, comme un camion, qui un jour me dit quoi. T'es pas out auprès de ton père? Et là, je fais, ta réflexion, elle est blanche. Hein. Et elle s'est excusée, parce qu'elle est déconstruite. Et du coup, elle a pigé quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas une obligation d'être out en fait. En vrai, vous pouvez pas. Et vous pouvez être fier en fait aussi, sans être out auprès de votre famille, parce que voilà, c'est tout. Et c'est peut-être qu'en fait, je serai pas out à la fin, j'en sais rien, peut-être que je suis pas complètement out quoi. Et en fait, l'important c'est que j'ai vécu une vie cool et que voilà, que pas trop, que je me suis pas trop pris les pieds dans le tapis, etc. Et que tout s'est bien passé et que j'ai pas eu de problème, je sais pas, de maladie ou autre comme ça. Avoir une vie cool et voilà. Et puis si entre temps dans toute cette vie cool, si je m'endors sur mon lit de mort 90 balais et que je me dis en fait j'ai pas fait mon coming out à tout le monde, et c'est pas grave quoi. C'est pas grave, j'aurais vécu ma vie, j'aurais vécu des trucs trop beaux, et voilà, et c'est tout. Mais c'est ça que je voulais dire en fait. Je sais pas.
J'ai une petite rectification. Quand j'ai dit tout à l'heure que quand je vais en Martinique avec mon copain, mes parents ils me calculent plus, et je veux dire ils calculent plus mon mec que moi. Hein, je veux pas que, voilà. Non, parce que quand ma mère va voir la vidéo, elle va me laisser 50 000 messages en me disant. Donc bon, je tenais à le dire, maman, voilà. On n'a pas parlé de comment, de si on pouvait parler aussi de masculinité. Parce que là, on a parlé d'être queer, d'être non-binaire, de genre, de sexualité dans nos communautés. Mais un des sujets de discussion, c'est aussi les masculinités. Et je pense que c'est un des aspects qui est le plus compliqué à aborder dans nos communautés racisées, toutes confondues en vrai. Là, on parle de l'Asie, mais bon, c'est pareil pour les afro-descendants et les Noraf. Parce que nos pères, nos oncles, nos grands-parents, ils ont déjà été tellement traumatisés et silenciés eux-mêmes par la colonisation, par la guerre, par toutes ces choses-là, que de leur parler de masculinité, ils le voient comme une autre forme de violence en fait, qui va s'ajouter un peu à ce qu'ils ont vécu, et du coup c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir ces discussions-là, alors que c'est vraiment nécessaire et primordial d'avoir ces discussions-là. Nos générations sont force d'exemples et d'initiatives à ce niveau-là, mais il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler parce que quand on regarde la big picture, les femmes aussi racisées ont tout autant voire plus subi de violence à travers tout ce que j'ai décrit, colonisation, etc. Et tout. Donc c'est pas parce qu'on a vécu soi-même de la violence en tant qu'homme racisé que il faut que ce soit une excuse pour fermer les yeux sur toutes les inégalités qu'entraîne la masculinité toxique. Voilà, il faut parler de masculinité toxique dans nos communautés. Anne-Miguel Ferros, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon. Ok. Alors, quel rôle... Non, c'est bon. C'est bon? Non, mais je voulais te remercier pour ce que tu as dit. Alors, quel rôle la colonisation a-t-elle joué sur la perception des genres dans nos communautés? Ça chauffe. Allez. Oh, vaste sujet. Ok, alors on commence. Je vais encore une fois parler de mon point de vue, donc de personnes asio-descendantes Sud-Est Asie. Les colons, quand ils sont arrivés en Asie, ils se sont dit comment on va faire pour assouvir notre pouvoir, asseoir notre pouvoir en Asie du Sud-Est. On va déviriliser les hommes. Donc on va pointer du doigt tout ce qu'il y a de traditionnellement assimilé au féminin, c'est-à-dire ce qui sont, petite parenthèse pour moi, des gestes qu'il faut qu'on se réapproprie. Mais moi par exemple j'ai toujours vu mon père, mes oncles, ça tout, avoir les jambes croisées comme moi je l'ai ici, ou avoir des gestes avec le poignet cassé. Moi je trouve ça génial, je trouve ça absolument incroyable. Voilà, en Inde, mais je ne voulais pas parler de ça parce que je préférais que vous en parliez vous, mais oui, en Inde, voilà, les hommes se tiennent par la main dans la rue publiquement. C'est des gestes qu'il faut se réapproprier complètement. Et donc voilà, en tout cas, les Blancs, quand ils sont arrivés en Asie, ils ont dit ça, c'est pas possible. Vous êtes passif, vous êtes féminin. Il faut savoir qu'en plus des femmes de réconfort, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les femmes de réconfort, donc c'était des femmes donc asiatiques qui ont été assemblées dans des bordels militaires pour soulager les militaires blancs qui étaient sur place. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été violés, qu'on a voulu déposséder de ce qui était pour eux le symbole de leur pouvoir. Et je pense que à ce niveau-là, il faudrait en fait, après la colonisation, il y a eu énormément de mouvements
anti-colonisation qui sont arrivés pour se rapproprier une masculinité, mais qui est pour moi tout aussi toxique parce que pour pouvoir un petit peu, compenser cette dévirilisation dont ils avaient été victimes, les hommes, ils se sont en majorité enfermés dans des carcans de survirilistes, très, très masculins, très sexistes, très homophobes, très transphobes. Et pour moi, c'est pas la bonne réponse à avoir quand on pense masculinité décoloniale, dans tous les cas. La deuxième chose, c'est que donc, les Blancs, quand ils sont arrivés, ils ont aussi énormément effacé des diversités de genres qui existaient déjà préalablement dans nos cultures. Donc Chani parlait des hijras en Inde. Vous avez en Chine ce qu'on appelait les yin-yang ren, donc qui sont des personnes qui ont une énergie égale de yin et de yang. Et vous avez dans d'autres... donc c'est aussi le cas au Vietnam, hein, parce qu'on a beaucoup de ponts entre la Chine et le Vietnam, donc il y a aussi ces personnes-là qui existent au Vietnam. Et après, alors il faut que je sorte mes petites notes, regardez, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui existe en Asie. Deux secondes, tant que je trouve mon petit passage. Voilà, donc les hijras en Inde, Pakistan, Bangladesh. Hein. En Indonésie, vous avez les Waria, qui étaient considérés comme un troisième genre. Plus particulièrement en Sulawesi, vous aviez les Bugis, qui reconnaissaient 3 sexes et 5 genres. Aux Philippines, vous aviez les Bakla, les Babeilan, qui étaient des chamans qui pouvaient changer de genre, qui étaient appelés soit Bayok, soit Asog. Et en Thaïlande, vous avez les Katoe. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il existait une diversité de genres qui sortait déjà de la binarité dans nos pays, qui existait aussi en Afrique. Hein, je pense que si maintenant nous on s'intéresse aux diversités de genres qui pouvaient exister en Asie, c'est parce qu'encore une fois, il y a des militants noirs, afroféministes, queer, qui ont pointé du doigt le fait qu'il existait déjà ces minorités aussi en Afrique et même en Amérique, quoi. Voilà. Chez les personnes amérindiennes, voilà. Vous avez d'ailleurs à ce sujet un ouvrage que je vous conseille fortement de lire qui s'appelle Afro-Trans, qui est édité par le collectif Case Rebelle, voilà, et vous avez entre autres Michaela Danger, donc, qui est à l'origine de cet ouvrage, qui a fait un travail de profondeur dans cet ouvrage sur les différences, la diversité de genres qui existe en Afrique, voilà. Mais donc nous avons aussi des diversités de genres qui existent en Asie. Juste pour ajouter en fait à ce que tu viens de dire, il y a vraiment juste rapidement ajouter, pour l'Inde en tout cas, moi je sais que, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais je sais simplement par rapport à moi comment j'écris mes scènes de King par exemple, où je réfléchis à la masculinité que je suis en train de construire. Je réfléchis beaucoup à ça parce que je me dis, en fait, moi, j'ai l'impression sincèrement que les occupations britanniques, franco-britanniques en Inde, voire plus affinités, ont donc complètement, comme tu disais, effacé, dévirilisé, etc. Et pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a le backlash aujourd'hui. Donc là, je vais peut-être faire un bond en avant. Et moi, je l'ai vécu beaucoup parce que j'ai passé tous mes étés avec mon père. On passait tous nos étés en Angleterre, dans la famille qu'on a en Angleterre. Et du coup, j'ai toujours regardé beaucoup ce qui se passait en Grande-Bretagne parce que, avec toutes mes attaches et tout, et j'ai remarqué un truc réel, hein. Ce n'est plus. Et là, parenthèse, mais c'est vrai qu'on retrouve ça aussi pour les personnes NORAF, etc. En France, par exemple, soit nous sommes dévirilisés, nous sommes effacés, on est des corps, je ne sais pas. Enfin voilà, on a été écrits comme des dégénérés. Je vais utiliser le terme complètement asexualisé. Je suis ace, mais c'est pas sexualisé, mais c'est vraiment dévirilisé en tout cas. Mais de l'autre côté, des prédateurs sexuels. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pendant une grande période en Grande-Bretagne, il y avait un type là, je sais plus son nom, Nigel Farage, je sais plus si lui ou d'autres personnes qui disaient attention, hein, il y a des grooming gangs sud-asiatiques. Et alors là. Mais alors, quand en France, c'est pas déjà les terroristes, quoi. Et là, le truc grooming gang,
Mais alors on débloque. Soit on n'a pas de sexe, donc on n'a pas de puissance sexuelle, soit on en a trop, et on veut attaquer tout le monde. Et le pire, c'est qu'on veut attaquer les petites filles blanches. Alors là, je suis trigger warning, je suis désolée de ce que je dis, mais c'est vrai. C'est à gerber de 100 fois de se gerber dessus. C'est flippant, c'est-à-dire que ça fait flipper. Mais comment les jeunes garçons d'ici, en Grande-Bretagne, qui entendent ça tous les jours, comment ils se construisent? Et comment nous, on se construit en tant que transmasculin, avec ce récit-là qui est à vomir, rabattu, rabâché dans tous les tabloïds, etc. Encore un grooming gang, encore un machin, une histoire comme ça, c'est des conneries. Comment on se construit en fait? À quel moment on se construit en tant que mec avec tout ça qui nous a envoyé dans la gueule en fait? À quel moment? Et pareil, je parlais dans le King de travailler le King et d'être toujours sur un fil. Mais on est sur un... C'est quoi ce fil, quoi? Ce fil, il est partout, en fait. Et au bout d'un moment, marcher sur un fil, on tombe, en fait. Au bout d'un moment, on a le risque de tomber et de se faire très très mal. Et en fait, mais il faut... J'ai conscientisé tout ça, là, en fait, en ce moment, en me disant, bon, je réfléchis, j'en parlais avec mon grand frère, etc. Bon, lui qui a été plein de fois, voilà, contrôlé au faciès et tout. Et en fait, en Grande-Bretagne, il y a des récits comme ça. Mais alors quand on n'est pas Kamasutra, alors moi je l'ai vu, c'est Kamasutra. Quand on n'est pas Kamasutra, on est rien. Mais alors sinon, on est à deux doigts d'agresser sexuellement tout le monde. Mais alors on fait quoi en fait à ce moment-là? On va où? C'est quoi qui on est en fait? Donc c'est les blancs qui décident à notre place, qui ont écrit depuis le début et qui finissent avec des récits inversés d'hypersexualité, etc. Et ben maintenant, c'est terminé, moi j'ai envie de dire. Et avec le King, j'essaye de le faire, j'essaye tant bien que mal. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, et je pense qu'on est vraiment tous d'accord, c'est terminé ça. On va réécrire nos féminités, nos masculinités, on va tout réécrire parce que c'est terminé. Et il y a un truc à faire avec nos adelphes, donc asiatiques en général, et puis aussi nos adelphes noraf, nos adelphes afrodescendants. Il y a un travail à faire là-dessus. Maintenant, il faut constamment, qu'on soit cis, qu'on soit trans, il faut réécrire tout ça et dire maintenant, c'est nous qui écrivons nos masculinités. C'est nous qui écrivons nos identités. On va décoloniser. Et on va décoloniser aussi les communautés gays, enfin, il faut tout décoloniser, quoi. Mais c'est maintenant, maintenant on peut faire ça. Et qu'on peut encore se rencontrer comme ça, etc. Il faut vraiment commencer tout ce travail. Et on va être fatigué. Moi, je vais peut-être mourir avant beaucoup de gens ici, puisque j'ai 38 ans. Mais après, on va passer le bâton. Donc ça va continuer. Et j'espère vraiment pour longtemps. Et puis un jour, les prochaines générations vont pouvoir se construire calmement, en tant qu'hommes, femmes et non-binaires, pouvoir se construire calmement. C'est ça, c'est le calme en fait. Voilà, qu'on cherche. Je voulais juste dire ça. Donc sur la colonisation, alors sur les afro-descendants et les personnes noires en tout cas, ça a été l'inverse de la désexualisation, ça a été une hypersexualisation, donc alors des hommes noirs d'un côté parce que pendant l'esclavage, donc il y a une partie des hommes qui étaient considérés comme des reproducteurs, donc, et qui étaient quasiment chargés que de préparer de la main-d'œuvre pour les champs de canne, etc. Enfin pour les Antilles en tout cas. Donc d'un côté les hommes, et de l'autre les femmes noires qui, elles, donc, alors étaient des objets sexuels donc pour les reproducteurs esclaves noirs, mais aussi pour les maîtres des plantations. Et le truc, c'est que cette hypersexualisation, elle a continué jusqu'à maintenant, où les hommes noirs ont toujours, même dans l'imaginaire ou dans la culture populaire, dans les films, dans les séries, les hommes noirs ont toujours cette image de dragueurs, etc. Et les femmes de femmes toujours très sexualisées, très fétichisées, et qu'on retrouve aussi même dans la mode ou dans le vocabulaire avec, voilà, on parle de Naomi Campbell, c'est une panthère, c'est, voilà, les hommes, on parle de statues, de machin, en fait tout est sur leur physique,
Et donc, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de nos communautés, on garde ça aussi. C'est-à-dire que dans les communautés des hommes noirs, celui qui ne drague pas beaucoup, parce que ça l'intéresse pas ou peu importe, celui qui ne trompe pas sa femme, il est mal vu. Chez les femmes, celle qui n'a pas de sexualité supposée, eh ben, elle n'est pas considérée comme une vraie femme. Parce que bon, après, il y a aussi l'autre truc de soit femme sexualisée, soit mère. Parce que bon, évidemment, si une femme n'a pas d'enfant ou ne veut pas en avoir, elle n'est pas une femme, du coup. Non. Ça, c'est encore un autre truc. Mais c'est des espèces d'injonctions comme ça qui sont restées, qui perdurent en fait, et qu'on continue, parce que j'ai des potes, enfin, pas des potes, mais des connaissances, qui continuent à propager ce genre de trucs, et qui ne voient pas où est le problème en fait. Même si on en discute, même si... Alors ils prennent ça un peu à la rigolade, parce que pour certains, justement, le fait d'avoir une copine et de la tromper, et de continuer ce cliché sur les hommes antillais ou africains, ou etc., sur les hommes noirs, ça les gêne pas, ou parce que ça leur montre que ça les valorise en fait, alors que c'est absolument pas valorisant, enfin je trouve. Mais donc voilà, pour moi la colonisation ça fait ça, c'est que jusqu'à maintenant, même si c'est un truc qui s'est passé il y a très longtemps, en fait ça continue, et on a toujours le résultat en fait. Voilà. Je voulais rebondir à ce que vous dites, c'est que, en fait, je pense qu'on est nombreux ici. Je fais partie vous savez, des gens qui ont infiltré les collèges et les lycées ces derniers temps. Je sais pas, vous avez vu cet article? C'est Rose? Oui. On n'entend pas ton micro. Ah, tu m'entends? Vous m'entendez pas? Non, Tu l'as un peu? Ouais, je t'en ai. Ah, c'est bon. vous m'entendez? Ah, c'est bon. Sur la manière dont on doit se réapproprier nos récits. Moi, depuis cette année, il faut être dans le faire aussi. Voilà, on palabre, on parle, et à un moment donné, il faut être dans le faire. Et c'est comment on se réapproprie nos récits. Et moi, par exemple, depuis cette année, j'ai décidé de retourner dans les collèges. Et donc, effectivement, il y a eu cet article sur le Figaro où il y aurait des gens, des associations qui viennent parler aux jeunes, parler de genre, antiracistes, vous n'avez été, voilà. Les woke. Ouais, les woke. Voilà, alors vous voyez ça, moi, c'est pas moi. Je n'ai pas décidé de ce terme. Donc je vais pas l'utiliser pour moi. Même si ça vient de chez nous, je ne vais pas l'utiliser. Je m'autorise à dire non même quand ça vient de ma communauté. Tu vois ? Ça c'est voilà. C'est à quel moment est-ce qu'on s'autorise à se réapproprier nos récits communautaires et aussi nos récits personnels. Et via la danse, je rentre dans les collèges et en fait on ne danse pas, on assume des ateliers de je suis avant un tu es. Et je peux vous garantir que c'est un carnage en fait. Là, il y a encore 2 heures, j'étais aux ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois et j'ai demandé alors qui tu es présent. Je dis, je m'appelle Féroce, je suis danseur, comme ça. Moi, je suis machin et je fais pas grand-chose de ma vie. 9 ans. Ou moi, je suis une banlieusarde. C'est un vrai carnage. Et en fait, c'est à quel moment nous, en fait, on est en responsabilité. Déjà, nous, à titre personnel, si déjà nous, les plus grands, on s'autorise pas à se reprendre nos récits, mais la génération qui arrive, c'est foutu. Et du coup, là ce que nous, on entend, qu'on voit, nous, aujourd'hui, comme des agressions, ça va tomber dans le domaine public, ça sera normal, en fait. Tu vois, là, le terme que tu employais pour l'Angleterre, ça va arriver en France. J'en suis persuadé, tu vois. Et du coup, c'était juste un appel pour dire que comment on donne même à nous et à la nouvelle génération de se réapproprier un vrai « je suis » avant un « tuer ». Et en fait, on s'en rend pas compte. Je pense que ça part de là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, mon combat, il est là aujourd'hui en ce moment. Tu vois. Voilà, j'avais envie de vous annoncer ce travail-là. Et j'espère qu'il sera collectif, en fait. Et que nous, on croit beaucoup au cercle de contamination. C'est-à-dire que là, j'ai appris trop de choses, en fait. Merci, j'ai le cerveau. Mais je sais que ça, je vais le ramener dans mon cercle. Et ça va s'agrandir, et en fait le but c'est que tous ces cercles, à un moment donné, c'est peut-être utopiste, peut-être la part du colibri, et je me dis que finalement un jour, ces cercles ils vont se rejoindre. Et le travail il est là en fait. Voilà. Oh, un petit peu de temps.
Bon bah c'est terminé. Non bah c'est merci pour en tout cas tous ces témoignages. C'est sur ces dernières paroles que on termine la fini la table ronde. On a pris un peu plus de temps que prévu. Ça va. On va faire des questions-réponses avec le public. Ah oui. Donc voilà, merci à toutes les personnes présentes ici pour avoir témoigné sur ces sujets-là aussi intimes et compliqués qu'ils peuvent être. Donc merci à vous.